Donc, on va commencer par la première présentation du docteur Caroline Ingray avec le titre Ni fou ni simulateur, les troubles neurofonctionnels. Caroline, c'est à toi. Bonsoir, est-ce que tu peux me mettre En vedette? Ouais, me voir, super. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Alors, ce soir, on va parler des troubles neurofonctionnels et j'ai appelé ça ni fou ni simulateur et on va voir un peu pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'appelle-t-on des troubles neurologiques fonctionnels? En fait, ce sont des troubles, des symptômes qui ressemblent à des symptômes neurologiques, à une crise d'épilepsie, mais ce n'en est pas une, à un AVC, on peut avoir une paralysie, une perte de sensibilité, des troubles de la parole, un tremblement, un trouble de la marche, comme dans une maladie de Parkinson. Mais ces symptômes ne sont pas dus à ces maladies neurologiques, ne sont pas dus à des lésions du cerveau. Il n'y a pas d'hémorragie, il n'y a pas de tumeur, il n'y a pas d'inflammation comme dans une sclérose en plaques, il n'y a pas d'anomalie de la structure cérébrale, mais il y a bien une anomalie qu'on appelle une anomalie fonctionnelle, une anomalie du réglage cérébral. C'est ça, des troubles neurofonctionnels. On va essayer de prendre deux métaphores pour bien comprendre les choses. Vous êtes tous là devant un ordinateur plus ou moins puissant, plus ou moins récent. Votre ordinateur, il a des composants, un écran, une structure, et il a des logiciels qui permettent de le faire fonctionner. Ok? Eh bien, notre cerveau, c'est pareil. Notre cerveau, il a un logiciel qui permet de faire fonctionner les différentes parties fonctions cérébrales, qui permet de faire fonctionner son corps, qui permet de prendre connaissance de son environnement. Et on peut avoir un bug, comme quand votre logiciel il plante sur votre ordinateur, la structure de votre ordi, les composants, ils sont intacts, mais pour autant, il y a un bug à ce moment-là qui ne touche pas la structure, mais qui touche le fonctionnement. C'est ça des troubles neurologiques fonctionnels. C'est extrêmement fréquent. On pense que ça représente 20% des consultations auprès des neurologues. C'est beaucoup. On a beaucoup de mal à faire une estimation précise en France, mais probablement plus de 200 000 personnes en seraient atteintes. Et puis, c'est handicapant parce que vous imaginez si vous avez une paralysie, si vous faites des crises à n'importe quel moment, vous pouvez être tout autant handicapé que quelqu'un qui a une pathologie neurologique. Mais le vrai avantage, c'est que dans ce cas-là, c'est réversible et qu'on peut en guérir totalement sans en garder de lésions, ce qui est une très bonne chose. Alors, pourquoi mon titre un peu provocateur, ni fou ni simulateur? Parce que souvent, comme on va le voir, on peut avoir du mal à les diagnostiquer. Ça peut arriver un peu en bout de course quand on a éliminé plusieurs autres diagnostics, même si ce n'est pas la bonne manière de les diagnostiquer. Certains se disent, oui, on me prend pour un fou, on croit que j'ai rien. Et puis, parfois, malheureusement, ils peuvent tomber sur des professionnels de santé qui ne sont pas très bien formés et qui peuvent dire, bon, allez, c'est bon, arrêtez de faire semblant. Alors, c'est tout sauf de la simulation. En fait, on fait très bien la différence aujourd'hui avec un examen comme l'IRM fonctionnel. C'est une machine qui permet de voir l'activité cérébrale entre un simulateur et quelqu'un qui a des troubles neurologiques fonctionnels. C'est une vraie pathologie, il y a une signature cérébrale. Et ça, c'est vraiment important. Et oui, ça se passe dans votre tête. Mais ce n'est pas parce que c'est dans votre tête que vous n'avez rien, parce que jusqu'à preuve du contraire, votre cerveau, il est dans votre tête. Vos émotions, votre vécu, il est dans votre tête et il s'inscrit dans votre cerveau. Alors, quelles sont les causes? C'est assez complexe, hein, les causes de ces troubles neurofonctionnels. On commence à les comprendre de mieux en mieux. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des facteurs biologiques, des facteurs dits psychologiques, des facteurs environnementaux. Il y a des facteurs qui nous rendent vulnérables à faire ce type de trouble, des facteurs qui font qu'on va déclencher ce type de trouble et des facteurs qui font qu'ils vont se maintenir dans le temps, qui vont faire qu'ils ne s'arrêtent pas. Dans tous ces facteurs, on peut retrouver par exemple fréquemment de la douleur ou une lésion qui peut favoriser ça. Mais on va aussi retrouver de la dépression, de l'anxiété et très souvent, dans 3/4 des cas, des traumatismes, un vécu traumatique X ou Y, une agression, un vécu d'harcèlement, etc. Pour autant, ça veut dire que dans 1/4 des cas, il n'y a pas de traumatisme. Il peut aussi ne pas du tout y avoir d'anxiété ni de dépression, c'est-à-dire que tout le monde peut un jour ou l'autre souffrir de troubles neurologiques fonctionnels. Il n'y a pas de personnalité particulière, contrairement à ce qu'on a longtemps cru autour de ces troubles. Alors, comment on les diagnostique?
souvent, et encore aujourd'hui un peu malheureusement, ça arrive un peu en bout de course quand on a éliminé de diagnostic, et parfois par exemple dans les crises dites dissociatives ou non épileptiques psychogènes, il peut y avoir 7 ans de diagnostic d'épilepsie avant qu'on fasse le bon diagnostic, mais on est de plus en plus dans une démarche de diagnostic positif, pluridisciplinaire. Il y a des signes qui vont attester qu'il s'agit bien d'un trouble neurologique fonctionnel. Par exemple, le tremblement, il va avoir une certaine allure et il va être très sensible à des tâches de distractibilité. C'est-à-dire que si je vous demande de faire des calculs mathématiques, il se peut que votre tremblement change de forme ou s'arrête, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans une pathologie de Parkinson. Et en fait, c'est dû à ce logiciel qui va mettre son énergie à faire la tâche mathématique et qui peut lever un peu le bug qu'il pouvait y avoir sur le tremblement. Voilà une manière de comprendre les choses. En tout cas, on sait maintenant diagnostiquer ces troubles et c'est pas un diagnostic, c'est pas parce qu'on n'a rien trouvé qu'on dit que vous avez ça, c'est qu'on a des arguments pour dire que vous souffrez d'un trouble neurologique fonctionnel et c'est une vraiment meilleure nouvelle parce qu'on n'a pas de lésion irréversible que de souffrir d'un trouble neurologique lésionnel. Alors, comment on peut traiter ces troubles? Parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse. Ok, je souffre d'un trouble neurofonctionnel, j'ai des crises non épileptiques, j'ai une paralysie, j'ai perdu la voix, j'ai des troubles de mémoire, mais les médecins disent que ce n'est pas une maladie d'Alzheimer. Comment je vais faire? La première chose, ça va être de comprendre le diagnostic. Quand j'ai bien compris mon diagnostic et quand je suis persuadée effectivement de ce diagnostic, je vais déjà avoir un certain apaisement, je vais déjà avoir finalement la partie qui contrôle les émotions de mon cerveau qui était perturbée, dont le fonctionnement était perturbé, qui s'apaise et ça peut permettre que le reste s'apaise. Et donc 40% des patients peuvent arrêter totalement de faire des signes quand ils ont compris leur diagnostic. Parfois aussi, même très très souvent, on a besoin d'un traitement pluridisciplinaire. Malheureusement, on n'a pas de molécule miracle, il n'y a pas la pilule magique des troubles neurofonctionnels, ça n'existe pas. Parfois, il faut rencontrer un psychologue ou un psychiatre parce qu'il va falloir travailler sur des traumatismes qu'on a vécus et qui ne sont pas réglés, sur une anxiété, sur une dépression, et là, peut-être prendre des traitements pour cette anxiété ou cette dépression. Et donc, ça peut être utile aussi d'apprendre à gérer ses émotions, à mettre des mots sur ses émotions ou à travailler, à rester plus dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire à lutter contre ce qu'on appelle une tendance dissociative. On a parfois tendance à se détacher de ses sensations, de ses émotions ou de son environnement un petit peu pour se protéger. Là, la psychothérapie peut être utile. Mais on a aussi, pour tout ce qui va être des troubles moteurs, des troubles de la marche, vraiment un vrai intérêt à ce qu'on appelle la médecine physique, la kinésithérapie, les médecins rééducateurs qui vont réapprendre au corps à fonctionner normalement en reprogrammant le cerveau, en reprogrammant le logiciel, en faisant un peu un reset pour pouvoir retrouver un fonctionnement tout à fait normal. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le patient, il est vraiment acteur de ses soins. C'est-à-dire que du moment où il est persuadé de ce diagnostic, où il le comprend, où il en est rassuré, il va pouvoir utiliser des outils pour aller mieux, pour se prendre en charge. Il existe des super sites, neurosymptômes.org qui est un très bon site, sur la réponse du psy sur les crises non épileptiques, qui vont donner des outils aux patients, qui va lui permettre de mieux se comprendre et grâce à ça, de pouvoir guérir de ces troubles neurologiques fonctionnels. Donc en quelques mots, un trouble neurologique fonctionnel, ça peut arriver à tout le monde. On n'est ni fou, ni simulateur, et ni hystérique. Si j'ai des questions là-dessus, on pourra y revenir. Ça peut prendre des allures très différentes, ça peut être très handicapant. On sait maintenant les diagnostiquer de manière positive, on peut avoir une certitude diagnostique. C'est une bonne nouvelle parce qu'il n'y a pas de lésion irréversible et vous pouvez totalement en guérir et c'est quand même le plus important. Merci beaucoup. Merci pour le respect du timing. Alors moi, j'aurais une première question. Tu me dis si c'est en lien ou pas, par rapport aux douleurs qui seraient éventuellement neurofonctionnelles. Et du coup, est-ce que c'est le même principe? Oui, alors, c'est-à-dire que sur la question des douleurs, peut-être aussi de la fibromyalgie ou ce genre de choses, je ne sais pas si c'était à ça dont tu faisais allusion. Non, je pensais à une patiente qui
qui est anxieuse et qui du coup a des douleurs qui se baladent un peu dans son corps. Et voilà, je me demandais s'il y avait quelque chose à faire, un peu comme ce que tu as proposé, est-ce que de la kiné c'est intéressant, au-delà de la prise en charge du trouble anxieux lui-même. Donc, en fait, oui, c'est-à-dire que tu peux très bien avoir des symptômes douloureux, tu peux avoir des symptômes sensitifs, donc une perte ou au contraire une hypersensibilité à une zone ou une autre du corps qui sont d'origine fonctionnelle du moment où ça a été diagnostiqué par un neurologue. Une manière effectivement de comprendre les choses, une autre métaphore que j'utilise avec les patients, c'est celle de la table de mixage. C'est de lui dire que dans son cerveau, c'est un peu comme la table de mixage de David Guetta. La zone qui contrôle les émotions, on va imaginer un bouton de réglage entre 0 et 100 d'intensité chez quelqu'un qui est très anxieuse, peut-être avec aussi d'autres vécus. Ce bouton, il est mis à son maximum à certains moments. Et quand ce bouton est mis à ce maximum, il va dérégler, par exemple, le bouton qui règle les seuils de la douleur, pour faire simple, et le mettre sur 0, ce qui va amener une hypersensibilité. C'est-à-dire qu'elle a vraiment mal, elle ressent vraiment la douleur, sans aucun doute, mais pour autant, c'est lié à ce problème de réglage. Donc là, ce qui peut être très intéressant, ça va être des approches de maîtrise et d'identification des émotions, des techniques de relaxation autour de ça, une réintégration un peu peut-être du schéma corporel qui peuvent avoir tout à fait son intérêt, et puis tout ce qui va être de l'ordre effectivement de l'apaisement. Mais surtout, le fait de comprendre le mécanisme et qu'elle soit persuadée qu'elle n'a pas... Parce que parfois, ils sont tellement persuadés qu'il y a une maladie neurologique grave que les médecins ne diagnostiquent pas, que c'est encore plus anxiogène et que ça vient vraiment perpétuer les troubles. Merci. Alors, une dernière question, du coup, de Natacha. Est-ce qu'une IRM fonctionnelle montre-t-il le problème même hors crise? Alors oui, on commence. C'est-à-dire que dans les crises non épileptiques psychogènes, on commence à avoir des patterns de connectivité qui sont différents entre des patients qui font des CNEP et ceux qui n'en font pas. Mais les études restent encore sur assez peu de nombre de sujets et on n'a pas encore la clé diagnostique de cette manière-là. Sur les crises non épileptiques psychogènes, la manière dont on fait le diagnostic avec certitude, c'est un enregistrement de la crise lors d'une vidéo EG, c'est-à-dire qu'on a un électroencéphalogramme sur la tête et on enregistre une crise avec une vidéo qui nous permet de montrer qu'on n'a pas d'anomalie épileptique sur le EG et surtout que la façon dont se déroule la crise signe une crise dissociative ou non épileptique psychogène. Ça sera l'avenir, hein, le diagnostic avec des IRM fonctionnels, mais on n'en est pas là à l'heure actuelle. Super. Merci beaucoup, Caroline, pour ton intervention. Coraline. Coraline, oh là là C'est là. pas grave. Merci. Mais merci beaucoup pour ta deuxième participation. Du coup, on bascule tout de suite avec Alain Dejour, qui va nous parler de la communication non violente adaptée aux réseaux sociaux. C'est à toi. Est-ce qu'il y a besoin que j'active ton micro? A priori, non. A priori, tu peux l'activer par toi-même. Ça y est, il est activé. Voilà. Super. Ben, c'est à toi. Bonsoir à tous. Merci de l'invitation. Donc, ce soir, je vais parler donc, de communication non violente appliquée aux réseaux sociaux. Donc, peut-être que je peux revenir quelques secondes sur la communication non violente. Donc, une technique qui a été mise en place par quelqu'un qui s'appelle Marshall Rosenberg donc, à partir de travaux de Rogers et Maslow. Et l'idée, en fait, c'est d'éviter, dans des échanges avec autrui, d'éviter une escalade de violence verbale ou de violence concrète, physique. Donc, il appelle, lui, le discours du chacal. Et au contraire, donc avoir une attitude basée sur l'empathie, la bienveillance, qui est le discours de la girafe. Donc, on a ces deux personnages qui sont chacun, en fait, personne n'est tout à fait chacal ou tout à fait girafe. Chacun a, en fait, un peu des deux personnages en soi, puis ça dépend aussi de son état de fatigue, de la surprise qu'on peut avoir aussi face à une intervention, etc. Voilà, donc ça, c'est pour la communication non violente. Et donc, l'idée globalement, hein, la technique, ça se passe en 4 temps. C'est observer, hein, prendre le temps d'observer, pas réagir tout de suite. Ne pas, en fait,
donc, observer, ça veut dire regarder les faits, c'est-à-dire ne pas s'appuyer sur des présupposés par rapport à l'autre, hein, ne pas faire de conjectures par rapport à la méchanceté ou à la violence de l'autre. C'est identifier ses sentiments, c'est identifier son besoin aussi, et puis aussi exprimer une demande, mais une demande qui vient de soi. Ce n'est pas une demande vis-à-vis de l'autre. Alors, donc, on va voir par rapport aux réseaux sociaux. Donc, moi, je suis essentiellement sur 2 réseaux sociaux, donc je ne parlerai pas trop des autres. Et puis, ce sont 2 réseaux sociaux où, en fait, on a pas mal de violence. C'est Facebook et c'est Twitter, hein, donc qui sont des réseaux sociaux très, très grand public, où règne une certaine violence, surtout sur Twitter d'ailleurs. Sur d'autres réseaux qui sont aussi assez connus, comme Instagram, on est plutôt sur regarder comme je suis beau, donc on n'est pas trop dans la violence, hein, à moins qu'effectivement on en attire une violence d'ennemi, hein, ça dépend des positions institutionnelles qu'on peut avoir. Et puis, il y a aussi LinkedIn, mais là, c'est plutôt regarder comme mon boulot est génial. Donc là aussi, voilà, on est dans un monde plus policé. Alors, la communication non violence, il y a le mot communication dedans, donc on est sur les réseaux sociaux, sur une communication non verbale. Alors ça, c'est très important puisque on dit que en fait, la parole, en fait, le contenu, hein, des paroles prononcées, ça ne porte que 7% du message. Alors, je ne sais pas si le pourcentage est exact, mais ce qui est important, c'est de dire que finalement, le contenu des paroles, il est peu important par rapport à tout ce qui est non verbal, c'est-à-dire l'intonation, la gestuelle, la posture, la distance par rapport à l'autre, les expressions du visage. Voilà, donc à ce propos, d'ailleurs, on peut dire que ces temps-ci, on a un petit souci avec nos masques. J'en ai pas mis ce soir, hein, on a une distance suffisante. Alors sur les réseaux sociaux, bah, il nous manque tout ça, il nous manque toute cette communication non verbale. Et la seule correction possible, c'est ce qu'on appelle les emojis, hein, ces petits bonhommes qui sourient, qui pleurent, qui crient. Voilà. Mais en fait, ces emojis peuvent atténuer un message, mais peuvent aussi renforcer la violence du message. Un autre élément essentiel des réseaux sociaux, c'est les notifications. Alors ça, c'est très important, surtout du côté de Facebook, puisque les notifications, en fait, génèrent, pour la personne qui reçoit ces notifications sur son téléphone, donc on porte son téléphone sur soi, ça génère des alertes au niveau de la veille vitale. Donc, il y a danger de mort, donc éventuellement activation de pensée réflexe, de protection. Donc, il s'agit de mettre un danger à l'écart, de fuite. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire enfin, il faut essayer, quand on peut le faire, de faire ce pas de côté. Alors, je vais donner donc, je vais balayer un petit peu des exemples sur Twitter, puis ensuite sur Facebook. Alors, sur Twitter, on est dans une communication publique. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas, à moins de discuter avec une personne ou avec un petit groupe de personnes, on est sur une communication qui est tout à fait publique. Donc, virtuellement, on communique avec des millions de personnes. Mais ça, c'est une illusion. Si on regarde, si on a la curiosité de regarder, si on fait un tweet et qu'on regarde une heure plus tard par combien de personnes ce tweet a été lu, eh bien, en fait, on va trouver 30, 40, quand ça va bien, 100, 200, 300 personnes, quand ça va très bien, 1000 personnes, mais on ne communique pas avec des millions de personnes. Mais on a cette illusion de parler à des millions de personnes. Alors, Twitter est violent, c'est-à-dire, en fait, on est sur des comportements où on va hurler avec les loups. Et donc, éventuellement, par rapport à des communications qu'on pourrait faire, on va avoir des réactions, voilà, des réponses aux propositions qu'on fait, et ces réponses, il va falloir les gérer. Alors, il y a 2 types de réponses. On a d'abord des réponses qui sont quasiment des réponses automatiques. On trouve sur Facebook ce qu'on appelle des fermes de trolls, donc des personnages qui sont parfois des robots, parfois des personnes, qui en fait vont se coordonner pour envoyer des messages pour tuer un autre message. Alors, on a l'exemple en ce moment avec
une sorte d'écosystème autour du professeur Raoult et de la chloroquine par rapport au Covid-19. Alors, je précise que le professeur Raoult n'est pas du tout organisateur de ce qui se passe autour de lui, mais dès qu'il y a un message critique par rapport au professeur Raoult, aussitôt se prend une vague de messages insultants. Donc là, par rapport aux fermes de trolls, ce n'est pas la peine de discuter, hein. On bloque ces comptes et puis on passe à autre chose. Alors, moi, quand j'agis sur Twitter, c'est souvent en rapport avec les addictions et notamment avec l'alcool. Et donc là, on est souvent dans des luttes, dans des débats avec les lobbies. Et la tentation est grande, en fait, de nier ou de dénigrer l'expression de l'autre. Alors, les lobbies de l'alcool, notamment, utilisent une chair à canon qui est composée de viticulteurs, qui sont des braves gens. Donc, voilà, quand des viticulteurs interviennent par rapport à un message de santé publique, il faut prendre le temps d'écouter leurs plaintes, parce qu'en fait, encore une fois, ce sont des professionnels qui font le plus souvent d'excellents produits. Et en fait, on leur a raconté que les mesures de santé publique mettaient en danger leur économie, donc leur vie, leur futur. Ce qui n'est pas forcément vrai. Donc, il faut prendre le temps d'écouter leurs plaintes et puis prendre le temps, en fait, d'engager une discussion en utilisant les techniques que j'ai évoquées plus tôt avec eux. Donc, pas réagir à un contre-message agressif, mais leur demander de reformuler, leur dire ce qu'on ressent et surtout valoriser leur travail. Mais Je laisse poursuivre jusqu'au bout des 10 minutes, hein. Il n'y aura pas de questions du coup, mais comme tu as beaucoup de choses à dire, je te laisse poursuivre jusqu'au bout des 10 minutes. Mais on peut aller là-dessus aussi au niveau des lobbies. Donc, les lobbies, en fait, ils sont tout à fait légitimes, hein. On peut les critiquer, mais ils sont tout à fait légitimes. Ils sont là pour défendre leur filière. Donc, on peut, au lieu de les envoyer balader, on peut leur demander des chiffres, hein, et engager un dialogue autour de la filière dans ce qu'ils ont de légitime. Par contre, ils sont illégitimes, ces lobbies, quand ils cherchent à faire de la prévention. Et donc là, il faut exprimer une demande de silence de leur part sur la prévention. Alors donc rapidement, puisque j'ai pris un peu de temps, excusez-moi, je vais aller sur Facebook. Donc, et je vais prendre un exemple dans les groupes, toujours autour des addictions. Sur Facebook, je suis plutôt autour du tabac. Et on a dans les groupes tabac un sujet qui déclenche aussitôt de l'agressivité, c'est la vape, le vapotage. On a un ascenseur émotionnel, c'est-à-dire il y a des gens qui sont farouchement pour et des gens qui sont farouchement contre. Et on va retrouver dans les défumeurs des gens qui sont farouchement contre. C'est-à-dire qu'ils vont sortir des arguments disant que finalement, c'est une poursuite de l'addiction. Enfin, voilà, ils vont travailler sur une espèce d'ascenseur émotionnel. Et le danger dans Facebook, c'est que les gens sont pour l'essentiel sur leur téléphone et quand ils répondent, le nom et le prénom de l'interlocuteur, c'est-à-dire la personne à qui ils répondent, est automatiquement mis en place par Facebook. C'est un peu comme si, donc si on fait une réponse un peu agressive, c'est un peu comme si on mettait quelqu'un au pilori. Hein, on cite son nom, son prénom, et pouf, on lui dit quelque chose de désagréable. C'est un peu aussi, si on revient à quelque chose de physique, comme si on l'attrapait par l'épaule pour lui dire quelque chose de désagréable. C'est terrible, il te reste 30 secondes, il va falloir que tu reviennes, c'est obligatoire, parce qu'il y a plein de choses au sang. Donc je te laisse 30 secondes pour conclure, mais il faudra que tu reviennes, parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire sur ce sujet. Voilà. Donc en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que ce qu'il faut prendre le temps, par exemple sur Facebook, juste dire ça, c'est qu'il ne faut pas répondre à un commentaire, mais faire un autre commentaire à côté pour exprimer son point de vue, sans agressivité, sans nommer l'autre personne, donc pas déclencher ces fameuses notifications, et apprendre comme ça à se lire et à s'écouter d'une certaine façon, même s'il manque la parole, même s'il manque les attitudes. Voilà. Ok. Bon, ben écoute, je te ferai revenir parce que il y avait beaucoup de choses à dire, je pense, sur ce sujet. Et donc, du coup, je pense qu'il y aura un chapitre 2.
Merci. Merci à toi. Alors, comme je suis responsable du timing, je suis obligé d'être le méchant dans cette histoire. Alors, Georges, mon cher Georges, tu vas nous parler, donc Georges Delamarre, tu vas nous parler des Shadocks, la vision du génie organisationnel, toujours d'actualité. J'ai hâte d'entendre ta présentation. C'est à toi. C'est bon? Oui, vous m'entendez? C'est bon. C'est bon, ok. Bon, ben, merci de m'avoir encore invité. C'est toujours un grand plaisir et ça nous fait toujours une petite préparation sympathique. Alors, pour en revenir aux Shadocks, bon, les Shadocks, comme on dit toujours, les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. C'est une série de télévisée, une sorte d'animation entre le dessin animé et le dessin brutal, qui durait 2-3 minutes à chaque fois, des épisodes très très rapides, très très brefs, très sophistiqués au niveau quelquefois de la pensée, ou quelquefois il ne se passait absolument rien. On voyait des Shadocks pompés, ce qui est la fonction essentielle du Shadok que je vais vous expliquer plus tard. Donc ça a été diffusé sur la première chaîne de l'ORTF le 29 avril 1968. Alors, pour mémoire, le 29 avril 68, c'est juste avant le mois de mai 68. Les idées ont changé ou ont bougé. C'était le monde d'après du monde d'avant. En ce temps-là, donc, comme aurait dit Claude Pieplu, de son inimitable voix qui a fait le succès des Shadocks et qui a fait le succès de la série, il existait un ministère de l'information dont le ministre recevait le programme du journal télévisé sur son bureau avant diffusion. Et par là même, il pouvait directement téléphoner aux journalistes et donner les instructions. C'est un autre monde qu'on n'a pas connu. Et les Shadocks, qui se présentaient depuis le départ comme un objet télévisuel non identifié, allaient déclencher d'énormes critiques. Ça a été très très violent. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. On écrivait. Donc, on comptait le nombre de lettres de déception ou d'injures. Et par miracle, on ne sait pas comment, ça a continué, alors que c'était quand même très, très critiqué, très, très anticonventionnel. Chaque épisode commence toujours par quelques notes de trompette très dissonantes avec un Shadok sur fond jaune en forme de poste de télévision. Le générique est tellement tonique qu'on pourrait s'en servir comme réveil matin. On est à peu près certain de ne plus avoir besoin de café. D'emblée, les Shadocks ne ressemblent à rien de connu pour l'époque. Ce sont des oiseaux moches qui sont un grand cercle, un bec pointu, des yeux qui convergent, des grandes pattes et des petites ailes qui les empêchent de voler. Parce que les Shadocks ne volent pas, ils ne font que de tomber. Et parallèlement aux Shadocks, il y a les Gibis. Les Gibis, ce sont des petits êtres intelligents qui vivent sur une autre planète, qui ressemblent à des teckels et qui portent un chapeau melon. Le chapeau melon, c'est ce qui fait la pensée des Gibis. Alors, les Gibis et les Shadocks, parce qu'il y a quand même une logique dans cette histoire, vivent chacun sur une planète. La planète Shadok change constamment de forme, avec les Shadocks du haut qui sont soutenus par les Shadocks du bas, alors que la planète Gibi, qui est plate, est déséquilibrée. À chaque fois qu'un Gibi se déplace sur la planète, elle va pencher à droite ou elle va pencher à gauche, ce qui est extrêmement dangereux pour l'équilibre de la planète. Et les Shadocks, comme les Gibis, n'ont qu'une seule envie, c'est de quitter leur planète pour aller sur la Terre. Alors, pour aller sur la Terre, il n'y a pas 36 solutions. Il faut créer une fusée. Et la fusée ne peut marcher qu'à partir d'un combustible qui s'appelle le Cosmogol 999 qu'il faut pomper. Alors, pourquoi faut-il pomper le Cosmogol 999 ? Parce que le professeur Shadoko a expliqué dans une conférence absolument extraordinaire que le Cosmogol 999 était absolument indispensable à la réalisation de cette fusée qui, de toute façon, ne part jamais, ou quand elle part, elle retombe immédiatement. Donc, la destinée des Shadocks, c'est ils pompaient. Quand ils ne pompaient pas, ils rêvaient qu'ils pompaient, ce qui revenait exactement au même. Dans cet univers totalement surréaliste, apparaissent des éclairs de génie, des maximes déjantées, des réflexions sur la création du monde que je vais vous exposer, dans lesquelles vous reconnaîtrez aisément la complexité
de notre univers dans lequel nous évoluons. Alors, j'aurais voulu les classer dans un premier temps, puis après, je me suis dit, on est chez les Shadocks, alors on peut les mettre dans n'importe quel ordre, de toute façon, vous allez comprendre, puisque ce monde n'a pas tellement de sens. Alors, on découvre des choses très intéressantes. Par exemple, au début, il n'y avait rien. Enfin, ni moins de rien qu'ailleurs. Là, ça pose effectivement des questions. Ensuite, quelque chose qu'on connaît tous et qu'on a déjà vu, pour qu'il y ait le moins de mécontents possible, il faut toujours taper sur les mêmes. Ça, c'est toujours d'actualité. Je pense que ça n'a pas changé. Il y a aussi un truc qui est très, très en rapport avec ce qu'on entend et ce qu'on a vu récemment aussi par rapport à cette épidémie et à l'expression de les masques, pas de masque. Alors, il vaut mieux pomper, même s'il ne se passe rien, que de risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. Donc, c'est très, très important parce que même si on pompe et qu'on ne fait rien d'autre, on ne sait jamais, il peut toujours se passer quelque chose. Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des bêtises que mobiliser sa bêtise sur des choses intelligentes. Ça, on connaît. Hein. Ensuite, pour aller quelque part, en général, le plus simple est de partir de là où l'on veut aller. Ça, c'est une logique absolument imparable. Et donc, c'est la logique Shadok. Ensuite, il y a pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Ça, on a vu ça aussi, comment ça se passait. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Et enfin, donc, pour terminer ce brillant exposé, évidemment, que vous attendiez tous, je précise que toute ressemblance avec des personnages ayant existé ou existant, ou entre un célèbre professeur marseillais, le professeur Chadocco, serait pure coïncidence et le signe d'un esprit malveillant, et que finalement, les Shadocks sont un outil formidable de diagnostic d'un dysfonctionnement d'un système lorsque l'on peut appliquer leur logique à ce système. Il reste le reflet de notre société qui oscille toujours entre l'ineptie, la novlangue shadockienne et un pompage permanent des ressources pour nous promettre que le monde d'après sera différent en pompant comme dans le monde d'avant. Voilà, je crois que j'ai été pile poil dans le temps. Impeccable, 7 minutes. Alors, est-ce qu'il y a des questions? En attendant, questions simples et basiques, est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut trouver des épisodes de Shadok sur Internet? Alors oui, alors tous les épisodes sont trouvables. D'abord, il y a les Shadocks sur Wikipédia, c'est très bien expliqué. Et il y a tous les sites de l'INA qui possèdent tous les épisodes des Shadocks. La série dure... il y a 208 épisodes, ça dure 3 heures et quelques. J'ai tout revu avant de faire comment dirais-je, ce petit passage. C'est très, très amusant. C'est pas très long, mais c'est vrai qu'il faut l'avoir vu une fois. Et je dirais que si j'étais président de la République, je pense qu'avant chaque Conseil des ministres, je passerais un épisode des Shadocks parce qu'il y a toujours quelque chose à tirer dans le fonctionnement de ces êtres étranges. Merci. Anne Baudenot qui pose la question, je vais essayer de le faire avec le ton. Vous avez tout revu? Oui, oui, j'ai tout vu. Alors, il faudrait plusieurs émissions. Il y a la logique Shadok, il y a le calcul Shadok avec le Gabusomeux, qui est un système en base 4. Il y a le langage Shadok, il y a la hiérarchie Shadok, il y a le plombier de vin, il y a il y a le marin Shadok, dont la devise est dans la marine, on salue tout ce qui bouge et on peint le reste. Donc voilà, et plein de choses comme ça qui paraissent très anecdotiques, mais qui nous ramènent à chaque fois à des situations qu'on connaît dans la vie courante. Super. Bon, bah, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Merci. Dans le genre, petit truc très rapide à regarder, je vous conseille aussi, avez-vous déjà vu des épisodes d'Alain Chabat, qui sont beaucoup plus récents, qui ne montrent pas les dérives du système, mais qui sont juste des petites vignettes très rigolotes. Ah oui. Une mortaise de Royal Rabbin, je en rigole. Alors, Anne Baudenot, le journalisme en 2020. Anne, as-tu pu allumer ton micro et ta caméra?
Le micro est allumé, la caméra est Bonsoir. allumée. C'est à toi. D'accord. Bon, bah alors, donc ce soir, j'ai décidé de vous parler du journalisme en 2020. Alors, c'est un peu ambitieux de faire une peinture de tout le journalisme en 2020. Donc, en fait, je vais me borner voilà, à souligner ou à mettre en lumière certains faits qui me semblent intéressants pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans cette profession. Voilà, alors déjà, enfin, pour le faire, je vais faire un tout petit peu d'histoire en repartant de la presse écrite, qui est quand même un peu la base du journalisme historique. Donc en fait, je vais pour vous rappeler d'abord qu'on note une lente érosion de la presse écrite depuis les années 2000 et en fait le début d'Internet. Et en fait, pourquoi il y a une érosion de la presse écrite? Tout simplement parce que les ventes se cassent la figure et les recettes publicitaires également. Donc en fait, on en vend moins et ensuite, il n'y a pas de ressources par la pub parce qu'effectivement, il y a aussi un contexte économique qui est compliqué. Et parallèlement, en fait, effectivement, il y a Internet qui se développe, donc il y a des informations qui commencent à arriver d'un peu partout via Internet. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas encore retrouvé de modèle économique de la presse avec Internet. En fait, on n'a pas trouvé de modèle économique qui soit vraiment viable. Donc, c'est assez difficile en fait de continuer à produire de l'information de qualité aujourd'hui à cause de ça. Donc, alors sur Internet, on trouve beaucoup d'informations, mais on trouve aussi un peu tout et n'importe quoi. C'est un peu le problème. Mais en fait, le problème, c'est aussi que l'information qui est relayée sur Internet est parfois perçue comme ayant autant de valeur qu'une information relayée par la presse. Il y a une grande désaffection des journalistes qui sont considérés un peu comme pas très sérieux, peu fiables, et puis inféodés à telle ou telle autorité en place ou idéologie. Alors en fait, moi je connais le journalisme de l'intérieur parce que j'étais journaliste pas mal d'années. Donc ce que je peux vous dire, voilà, j'y suis plus, donc je pense que voilà, je peux me permettre d'en parler un peu, ayant pris un peu cette distance. C'est que la plupart des journalistes que j'ai pu connaître n'étaient pas des gens arrogants et qu'en fait ils essayaient vraiment sérieusement de faire leur travail comme il fallait et ils étaient soucieux ils avaient une éthique professionnelle réelle. Voilà. Ils confrontaient les points de vue, ils recoupaient les faits, ils questionnaient les certitudes affichées. Enfin, ils disaient ce qu'on attend d'un journaliste digne de ce nom. Voilà. Alors, toutefois, il y a une difficulté, c'est que produire de l'information dans un contexte où l'information est perçue de plus en plus comme un bien gratuit, c'est extrêmement compliqué. Et non seulement elle est perçue comme un bien gratuit, mais elle est perçue aussi comme un bien qui doit être maintenant instantanément disponible. Donc, en fait, on demande au fait de faire quelque chose de vraiment très fouillé, très précis, en l'espace d'une seconde, ce qui est matériellement quand même impossible à chacun d'entre nous. On en convient aisément, je pense, en y réfléchissant. Et puis aussi, en fait, on est tous à trouver tout à fait normal de trouver sur Internet des tas d'articles gratuits, sans se demander en fait comment ils sont financés, comment est financée la production de ces articles. Alors, sachant qu'effectivement, pour faire de l'investigation, il faut du temps, il faut vraiment avoir le temps de mener ces investigations, de faire les enquêtes, d'aller voir les gens, de vérifier les données, etc. Donc voilà, alors c'est un peu le problème, comment on fait. Donc il faut reconnaître, je reconnais qu'il y a une baisse de qualité des contenus dans pas mal de cas, mais parce que effectivement, quand c'est gratuit, comment c'est possible de faire bien la chose. La conséquence aussi, elle est pour les journalistes la suivante, c'est qu'il y a des rythmes de travail de plus en plus intensifs et franchement, c'est parfois très éprouvant, surtout quand on travaille en quotidien. Le burn-out n'est pas forcément très loin après un certain temps là-dedans. On est bombardé en permanence de choses, c'est assez intense et assez dur. Et puis aussi, il y a beaucoup de précarisation dans la profession parce que évidemment, les gens parfois s'imaginent qu'il y a les quelques têtes d'affiche avec des salaires très importants, mais ce n'est pas du tout représentatif de la masse des journalistes en exercice. En fait, il y a de plus en plus de pigistes et les tarifs sont loin de faire rêver, franchement. C'est aussi un métier où les gens ont une certaine implication par rapport au fait de faire cette chose-là. Je pense qu'il y a un attachement viscéral à faire ça. C'est pour ça qu'ils continuent, mais ce n'est pas toujours si évident que ça. Bon, après, je ne se plains pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est un choix aussi au bout d'un moment. Mais... Voilà. Donc, en tout cas, oui, on a parfois des contenus vidés de leur substance, ça c'est sûr, à cause de la gratuité, je pense. Alors, par ailleurs, dans ce contexte, il y a aussi, dans ce contexte de disparition progressive de la presse écrite et puis de difficulté de trouver un modèle sur le web, il y a quand même des choses qui se renouvellent dans le journalisme. Tout n'est pas en train de mourir
Donc, par exemple, on a l'émergence de nouveaux supports, donc de nouveaux produits journalistiques aussi, comme la vidéo pédagogique, qui renouvelle un peu le genre de ce qu'on faisait. En fait, c'était pas très classique de faire des petites vidéos explicatives en journaliste. Et finalement, je trouve que c'est peut-être un rôle intéressant pour la presse aussi de donner à connaître à des personnes qui seraient plus éloignées de l'information, enfin, en tout cas tel que je le vois, donc je trouve ça intéressant. Alors, une autre comment dire, évolution qu'on note avec effectivement le fait que l'information soit sur Internet, c'est qu'on fait des mélanges de formats, c'est-à-dire qu'on mélange du texte, de la vidéo, du son, etc. Et donc, la difficulté, je vous fais un peu le pendant entre le secteur et puis les gens. La difficulté, c'est parfois au monde de journalistes d'être un peu des hommes orchestres et c'est pas toujours facile pour eux. Voilà. Alors, sinon, il y a d'autres spécialités qui émergent en journalisme actuellement. Je suis désolée, hein, c'est un peu un inventaire à l'apprévers ce soir, mais j'ai dû préparer un peu la fin. Tu dépasses un petit peu le temps, mais comme d'hab, hein, si jamais ça rentre sur les questions, c'est pas grave. D'accord. Alors donc, en fait, ce dont je voulais parler, c'était du fact-checking et du journalisme de données. Alors le fact-checking, c'est quoi? Il est né du fait des réseaux sociaux. Ça consiste à vérifier que des informations massivement diffusées et dès lors perçues comme valides le sont réellement. Voilà. Et le journalisme de données, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un mouvement qui vise à relever le journalisme par l'exploitation des données statistiques et la mise à disposition de celles-ci au public. C'est tout le mouvement de l'open data qui a démarré à peu près dans les années 2010, où il y a des masses de données qui ont été diffusées, tout à fait mobilisables et diffusées un peu partout. Et donc, en fait, exploiter ces données, c'est extrêmement riche d'informations si tant est qu'on sait le faire comme il faut. Donc ça, je trouvais ça intéressant de vous en parler. Après, je voulais vous parler, je fais un peu vite, j'essaie de balayer plus vite. Jean-Marie, c'est dur l'exercice, hein, je sais bien. Ouais, j'ai perdu trop de temps. Alors, je voulais vous parler un peu aussi d'un truc assez marrant qui émerge dans le milieu, qu'on voit un tout petit peu pour l'instant, c'est la réalité virtuelle. Alors, la réalité virtuelle, pourquoi on prendrait de la réalité virtuelle en journalisme et pourquoi on ferait des reportages en fait en immersion avec des vidéos à 360 degrés, avec un casque et quel est l'intérêt de ça? Eh ben, en fait, on dit, le but qui est mis en avant par ceux qui font ça, c'est de transmettre plus d'informations et d'émotions que les médias traditionnels, donc créer de l'empathie pour effectivement que les gens s'impliquent sur des causes, par exemple, sociétales. Par exemple, il y a un film en 2012 aux États-Unis qui a été tourné sur ce modèle-là. Ça présentait un homme à l'agonie en plein coma diabétique en train de faire la queue pour accéder à une banque de nourriture. Donc, c'était pour vraiment que les gens comprennent que le manque de nourriture, c'était un peu problématique aux États-Unis. Alors, en fait, oui, ça peut susciter l'empathie, d'accord, mais jusqu'à quel point c'est pas traumatisant aussi d'assister à des scènes comme ça médicalement, je crois que ça fait question. Et puis, j'ai lu des choses aussi là-dessus dont je voulais vous parler. C'est-à-dire qu'apparemment, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité virtuelle et la réalité réelle. Donc, effectivement, ça pose un problème éthique assez important si on expose des gens à des scènes traumatisantes. Effectivement, le risque de stress post-traumatique est un peu embêtant quand même. L'empathie a ses limites et ce serait un peu gênant. Donc, je voulais vous parler de ça parce que je trouvais ça intéressant. Et puis, je voulais vous parler aussi… attendez, je zappe un peu des trucs qui s'écoutent moins bien. 30 secondes, une minute, quoi. Alors oui, je voulais vous parler puisqu'on est sur les nouvelles technologies, en fait, il y a un développement aussi de l'intelligence artificielle en journalisme actuellement. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est des machines intelligentes qui apprennent d'expérience et effectuent des tâches comme les humains. Alors donc, en fait, qu'est-ce que font les intelligences artificielles pour l'instant? Elles sont en mesure de faire des tâches de base, comme écrire des textes sur des résultats sportifs, des textes de base, hein, pas vraiment sophistiqués, mais voilà, sur les résultats sportifs, sur les résultats trimestriels d'entreprise, les résultats électoraux ou les résultats des Jeux Olympiques, des choses comme ça. Mais en fait, il y a un professeur de journalisme qui s'appelle Francesco Marconi, qui est professeur de journalisme à l'Université Columbia, qui pense qu'à terme, il va y avoir 8 à 12% des tâches actuelles des reporters qui seront assumées par des machines. Mais lui, il y voit plutôt quelque chose de positif, parce qu'en fait, il dit que ça va recentrer le travail des éditeurs et des journalistes vers les contenus à valeur ajoutée, c'est-à-dire les longs formats, les enquêtes, le journalisme de données, etc. Alors moi, j'ai quand même une question par rapport à ce monsieur, c'est qui acceptera de financer ces contenus à une époque où l'information, mais aussi la culture sont perçus comme des biens gratuits. Voilà. Merci. C'est sur cette belle question que nous allons terminer ton intervention. Du coup, alors j'entends un écho, donc je vais te mettre en muet, Anne, je suis désolée.
Voilà, comme ça, il n'y a plus d'écho. Anne Bodonneau, merci. Du coup, Adeline Dupéret qui a proposé comme sujet l'image du fou dans les romans courtois du Moyen-Âge classique. C'est ça qui est bien, c'est qu'on passe d'un sujet à un autre de manière extrêmement variée. Donc, Adeline, c'est à toi. Bonsoir, je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, c'est bon. Ça va, super. Alors, effectivement, je voulais vous parler du roman courtois et de l'image du fou à l'intérieur de ce roman. Alors, d'abord, je vais resituer ce qu'est un roman courtois. En fait, ce sont les premiers romans de la littérature. En fait, le roman naît au XIIe siècle dans l'ordre d'Aliénor d'Aquitaine et de Plantagenet. Et en fait, du coup, le roman courtois, c'est un roman qui est conçu pour la cour, qui parle de la cour. Alors évidemment, dans ce contexte, tout de suite, si on pense fou, on a tendance à penser fou du roi. Mais en fait, cette figure-là, c'est une figure qui est très, très minoritaire de ce roman. En fait, dans ce contexte, le motif récurrent, c'est le chevalier héros qui devient fou, qui perd la raison. Donc ça concerne énormément de héros. Ça concerne Tristan, bien sûr, Lancelot, Yvain, Amadas, enfin vraiment, ils y passent tous. C'est vraiment quelque chose de tout à fait dans ces romans. Alors, ces héros, ils ont deux caractéristiques. Bon, alors, ils sont chevaliers, d'accord, on a compris, mais aussi, ils sont amoureux. Et les deux versants ont leur importance dans le sujet qui nous occupe. D'abord parce que l'idée de chevalerie est liée à la notion de fureur. Alors, fureur, déjà, vous voyez le lien qui existe entre les deux. Et en fait, le fureur, c'est ce qui permet aux guerriers de se dépasser, voilà, de sortir de soi pour produire l'exploit. Alors, le furor est lié depuis la tradition antique, hein, en fait, depuis la théorie des humeurs de Galien. Il est lié à l'humeur de la bile noire, c'est-à-dire à l'humeur de la mélancolie. Et en fait, la mélancolie se transforme en furor, si vous voulez, sous l'effet d'une émotion violente qui produit une coction, en fait, qui cuit l'humeur noire et qui fait basculer dans le furor. Alors ça peut être vu sous un jour positif lorsque, en fait, lorsque le furor guerrier pousse à l'exploit. Mais le furor peut aussi devenir pathologique quand la coction est trop importante. Et en fait, dans ces cas-là, le furor se transforme en manie. Et donc, on bascule dans la folie. Et dans ce cas-là, la folie devient en fait une espèce de passage par la mort. Alors ça aussi, c'est caractéristique de l'héroïsme chevaleresque. Et alors c'est une mort qui est d'abord une mort sociale, hein, puisque en fait le fou devient l'antithèse de l'homme de cour. Or, dans un roman courtois, il n'y a d'humanité véritable que courtoise. Donc en fait, il devient l'antithèse de l'homme tout court, hein, en fait. Par ailleurs, le fou est atteint d'aphasie dans ses romans. Et du coup, pour la mentalité médiévale, perdre la parole, c'est perdre ce qui caractérise l'humanité. Et enfin, donc le fou s'animalise, hein, et donc alors, il va vivre dans la forêt, il vit nu, il mange de la viande crue, il fait violence aux dames et aux demoiselles au lieu de les protéger, donc ça devient l'antithèse de sa nature. Donc là, c'est vraiment le versant négatif. Mais en fait, il y a une ambivalence de la notion de folie dans les romans courtois. En fait, il n'est pas donné à tout le monde d'être fou dans ces romans. Donc, les romans courtois sont fondamentalement élitistes et il faut une sensibilité, une intelligence particulière pour avoir le droit, entre guillemets, de devenir fou dans ces romans. Donc, ça explique que dans ces romans, ce soit le chevalier amoureux qui devienne fou, parce que dans les romans courtois, l'amour est électif, c'est-à-dire, en fait, c'est une preuve d'élection. Si on est amoureux ou qu'on est aimé, c'est la preuve qu'on est d'un degré d'humanité supérieur, en fait. Et donc, on voit qu'il y a un glissement qui se fait déjà très aisément entre l'idée de passion. Passion, ça vient de patior, hein, en latin, donc ça veut dire je subis. Donc, comme dans la folie, il y a l'idée d'une sorte de dépossession de soi. Et d'ailleurs, il y a le même lexique de la démesure qui s'applique à la folie et qui s'applique à l'amour. Ensuite, de manière tout à fait physiologique, hein, il y a, enfin pour la médecine médiévale, j'entends, il y a un lien entre l'amour et la folie et qui se fait par l'idée de luxure.
Alors, donc, vous voyez qu'on est déjà dans un lexique du péché, hein, un lexique pécamineux. Donc, parce que dans les traités médicaux des XIIe et XIIIe siècles, la luxure est rapprochée de la lèpre. En fait, c'est exactement le même type de corruption, une corruption par putréfaction, sauf que en fait, la luxure est la lèpre de l'âme, en fait. Et donc, dans la médecine médiévale, on considère que les os des lépreux sont creux. Et donc, comme ils sont poreux, pleins d'air, en fait, ça crée un vide qui permet, en fait, qui fait que ça peut se remplir des vapeurs de la folie et qu'en fait, ça va ensuite monter à la tête. Et donc, on a vraiment le même processus physiologique qui s'opère dans les deux cas. Et enfin, donc, là aussi, il y a quelque chose qui est considéré comme d'ordre médical et physique, c'est le fait que les nuits d'amour des chevaliers et des dames donc sont placées sous l'égide de la lune. Et la lune, c'est l'astre des mélancoliques et des fous. Donc, on voit que la figure du chevalier amoureux et la figure du fou sont très proches, et ils le sont aussi parce qu'en fait, la figure du chevalier amoureux est très proche aussi de la figure du poète. Hein, on sait que ce sont deux grandes figures d'amoureux qui sont tout à fait les mêmes faces, les deux faces d'une même médaille. Et donc, en fait, il y a un lien entre cette figure du chevalier amoureux et celle de la création poétique, et dans ces liens avec la folie, via une notion qui est celle de l'acédie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'acédie. L'acédie, c'est la mélancolie particulière propre à l'intellectuel qui réfléchit trop sur sa condition, en fait, et qui du coup sombre dans la mélancolie. Et on l'a vu, la mélancolie est sujette à tourner au furor, puis à la manie. Alors, en fait, la figure du chevalier fou, c'est celle aussi en creux de l'intellectuel mélancolique. Et donc, en fait, on voit qu'il appelle l'idée que le fou, c'est comme le poète, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est à même de dire la vérité via l'incohérence apparente du propos. En fait, comme il est capable de prendre la réalité par un biais, en fait, il l'attaque de manière biaisée, en fait, il la voit à la fois différemment et plus juste. En fait, le fou et le poète sont les mêmes. Et donc, on voit ici que c'est tout à fait normal que ça apparaisse dans le roman Courtois, parce qu'en fait, c'est un roman qui s'adresse à un public de chevaliers lettrés, qui du coup voit quelque part son image, hein, et donc est capable de voir aussi un miroir tendu à sa propre humanité à travers cette figure-là. Et donc, en fait, dans les romans courtois, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, le fou, c'est celui qui permet de réfléchir à l'humanité, parce que c'est celui qui touche l'humanité à la fois par le haut et par le bas. Et en fait, quelque part, on peut voir déjà dans la figure du fou, dans ces premiers romans de la littérature, on voit déjà se dessiner l'ambivalence de la folie et de la figure du fou dans la représentation qu'on s'en fait encore aujourd'hui. Voilà. Merci, merci beaucoup. Je crois que je vais renommer 10 minutes 8 orateurs, mais ça va, là, tu es à 8 minutes, ce qui nous laisse 2 minutes de questions, c'est parfait. Du coup, moi j'avais une question. Oui, enfin, c'est une question vraiment de Béotien. Hein. Est-ce que, à ton avis, du coup, enfin, de quel roman s'est inspiré Shakespeare pour faire Roméo et Juliette? Parce que ça ressemble quand même beaucoup à ce que tu viens de décrire. Est-ce que tu as une idée ou est-ce que ma question n'a pas de sens? Non, ça en a tout à fait un, parce qu'en fait, oui, si, en fait, c'est Tristan et Iseult. Ouais. L'intertexte de Roméo et Juliette, c'est Tristan et Iseult. Mais en fait, c'est cette idée de la folie qu'on trouve aussi hein, chez Roméo et Juliette et dans les romans courtois. On la retrouve aussi dans d'autres pièces shakespeariennes. Par exemple, Hamlet, c'est un mélancolique en fait. Hein. Et Hamlet, c'est aussi une figure tristanienne, c'est une figure qui est directement héritée de ces figures-là de chevalier poète. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions complémentaires? En tout cas,
moi j'aurais appris un truc, c'est que la folie à un moment était valorisée, entre guillemets, dans la littérature. Et ça, c'est quand même Ah, pas mais rien en tant que psychiatre. il n'y a qu'à voir Nerval, par exemple, quand il écrit Aurélia, par exemple, hein, quand il raconte des épisodes, puisqu'il était, enfin, on pense peut-être bipolaire, on n'est pas sûr, enfin, le diagnostic n'est toujours pas posé, mais c'est aussi ce qui lui permet d'aller chercher du côté divin, en fait. C'est la folie d'Artaud, donc il y a des figures de fous qui sont valorisées en littérature, en fait. Super, merci. Et puis on est à 10 minutes tout pile. C'est parfait. Merci beaucoup d'avoir intervenu, d'être intervenu, je ne sais plus, je ne connais plus ma grammaire. Du coup, on va basculer sur un tout autre sujet. Jean-Marc Perrin, ancien ingénieur météorologiste depuis peu à la retraite, qui a accepté de faire une présentation sur ce titre. Elle apparaît a priori tout simple, mais on verra bien. Quel temps fera-t-il demain? C'est à toi. Alors, il faut réactiver le micro. Hop, voilà, comme ça, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, je ne me vois pas sur l'écran. C'est pas grave, nous, on te voit. Bon, c'est parfait. Tac. Voilà. Bien, ben, bonsoir à tous. Alors, ce soir, je vais vous parler. Alors, quel temps fera-t-il demain? C'est un sujet un petit peu simple. Je vais surtout vous parler des progrès de la prévision météorologique depuis que, on va dire, que c'était considéré comme une science, c'est-à-dire à peu près vers la moitié du 19e siècle, parce que figurez-vous qu'il y a eu, pendant la guerre de Crimée, j'avais noté 1855, il y a eu 40 bateaux qui ont coulé suite à une tempête. Et ça a interpellé Napoléon III qui a demandé d'essayer de comprendre un petit peu si on aurait pu éviter cette tempête. Et il avait mandaté un astronome qui s'appelait Le Verrier. Et c'est comme ça qu'est né le premier réseau météorologique de stations météorologiques. Donc, ça a été le point de départ de la météorologie moderne. Ensuite, au début du XXe siècle, il y a des Norvégiens, d'ailleurs on appelle ça la théorie norvégienne, qui ont commencé à comprendre comment ça fonctionnait les phénomènes météorologiques avec les phénomènes, les notions de front froid, front chaud. Un gros boost, ça s'est fait également pendant la Deuxième Guerre mondiale avec l'essor de l'aviation. Vous comprenez bien que l'aviation a permis de comprendre la météorologie plus finement puisqu'on était en 3 dimensions, puisqu'on était en altitude. Et franchement, ça a boosté aussi la compréhension des phénomènes météo. Et une petite histoire dans la grande histoire, c'est le débarquement de juin 1944. Oui, c'est ça. Le général Eisenhower, figurez-vous, il a différé de 24 heures le débarquement qui était prévu à l'origine le 5 juin. Pour des raisons météorologiques. Il avait son météorologiste qui lui a conseillé à l'époque de différer de 24 heures parce qu'il y avait un front qui passait, enfin je vous passe les détails, mais les conditions étaient beaucoup plus optimales pour faire le débarquement 24 heures plus tard. Voilà, bon, c'est une anecdote, mais qui est symboliquement importante. Alors, entre les années 50 et 1980, je passe vite parce que sinon il me faudrait 2 heures, là, on a eu des connaissances théoriques avec les équations qu'on a quand même beaucoup mieux maîtrisées, mais ce sont des équations extrêmement complexes à résoudre et on n'avait pas la puissance informatique pour les résoudre. Et du coup, pour prendre une image, il fallait 3 jours de calcul pour faire une prévision à 24 heures d'échéance. Donc, vous voyez que ça ne pouvait pas coller. Et la croissance exponentielle, on va dire, des progrès météo, ça a été à partir des années 80, des débuts des années 80. C'est là où moi je suis rentré à Météo France, puisque là vraiment on a eu l'arrivée des radars, des satellites, des bouées, des ballons sondes, enfin, et les progrès de l'informatique qui ont permis vraiment d'exploser la chose au niveau de la fiabilité. Si vous comprenez, la prévision météo, c'est extrêmement compliqué puisque l'atmosphère dans laquelle les phénomènes météo se produisent, c'est à peu près sur 12 km d'épaisseur.
pour faire rapide. Et donc, à l'échelle de la Terre, si vous prenez, par exemple, pour prendre une image, un pamplemousse, c'est à peine une feuille de cigarette qui entoure le pamplemousse. Et donc, il faut gérer la mécanique des fluides et de l'air dans une tranche très, très fine à l'échelle de la Terre. Et ça génère des problèmes extrêmement compliqués. Alors, on y arrive de la façon suivante. On utilise pour ça ce qu'on appelle de la modélisation. Alors, comment ça marche? Eh bien, il faut rentrer dans des ordinateurs extrêmement puissants, d'abord des observations. C'est comme un médecin, pour faire un bon pronostic, il faut d'abord faire un bon diagnostic. En météo, c'est pareil. Il faut absolument décrire parfaitement le mieux possible ce qui se passe à l'instant T. Et après, avec les calculs, on va avancer pour faire évoluer, pour faire des prévisions météorologiques. Imaginez que la Terre est entourée d'un grand filet, de plusieurs filets sur plusieurs couches. Et le but du jeu, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de calculer pour chaque maille du filet pression, température, humidité et vent. Et ça, à l'échelle de la Terre. Pour vous donner une idée, moi, quand je suis rentré en 1980, les premiers modèles, on avait à peu près 5 niveaux de hauteur et la maille du filet faisait à peu près 150 à 200 km. Aujourd'hui, on a plutôt 60 niveaux de calcul et la maille du filet fait 1 km, voire 500 mètres pour les zones sensibles. Ça demande une puissance informatique absolument phénoménale. Alors, j'ai noté, pour les connaisseurs, actuellement à Météo France, le calculateur effectue 20 millions de milliards d'opérations par seconde. Donc, vous avez tous compris que ça faisait 2 suivis de 16 zéros. On appelle ça des pétaflops en informatique pour les connaisseurs. Et donc, ça a permis d'avoir une fiabilité des prévisions absolument remarquable. Et la société est devenue de plus en plus météo-sensible. Très rapidement, je vous liste un petit peu qui s'intéresse les prévisions météorologiques fines et de plus en plus fiables. Vous connaissez les médias, bien sûr, le tourisme, les loisirs, mais il y a la sécurité civile avec la vigilance météorologique, la défense, l'armée. Météo France est la météo officielle des armées, l'aéronautique pour la sécurité mais aussi pour le confort, le marine, les transports, l'environnement, les feux de forêt, l'agriculture, les sports, la gestion d'éventuels accidents d'origine chimique, nucléaire. Bon, bref, la liste est très très longue. C'est pour vous montrer l'importance, le besoin de météo à l'heure actuelle. Alors, un petit mot sur la fiabilité, parce que bon, j'ai vraiment très très peu de temps pour évoquer un sujet extrêmement dense. La fiabilité, alors on ne peut pas dire qu'une prévision, elle n'est pas juste ou fausse dans l'absolu, elle est surtout plus ou moins utile selon le type de décision à prendre. C'est-à-dire quels paramètres, pluie, neige, vent, grêle, orage, quelle échéance, de 1 heure d'échéance à 15 jours d'échéance, quelle échelle, une perturbation de 1000 km ou un orage, ça ne se gère pas de la même façon, quelle situation, il y a des situations très stables où on est sûr de notre coup et d'autres où c'est beaucoup plus diffus. Donc, je terminerai juste pour dire, vous voyez, une problématique. Un organisateur de concert, par exemple, il va être intéressé par l'heure de l'arrivée de la pluie, alors qu'un agriculteur, l'heure de la pluie, il s'en fiche. S'il arrive 6 heures avant, 6 heures après, lui, ce qui compte, c'est est-ce qu'il va pleuvoir ou pas. Donc, pour l'agriculteur, une prévision peut être bonne, alors que pour l'organisateur de concert, ça peut être faux. C'est pour vous montrer la complexité. Bon, je n'ai pas dit les 3/4 des... Si j'ai pas dit tout ce que je voulais. Je vais m'arrêter là parce que je tiens compte des 7 minutes et je suis prêt à répondre à vos questions si vous le souhaitez. Merci. Merci. En attendant que les questions apparaissent, j'aimerais bien que tu nous parles des enjeux politiques autour de la météo, puisqu'il y a les prévisions que Météo France fournit, et puis après, il y a toute une dimension politique derrière. Comment était ton rapport avec les politiques, les hommes politiques Ouais, alors, donc, rapidement, chaque grand pays a son modèle météorologique, mais ce qui est bien en météo, c'est qu'on a mutualisé tout ça, c'est-à-dire qu'il existe un organisme qui s'appelle l'Organisation météorologique mondiale, qui a été créé bien avant
la santé, etc., dans les années après 1950, où il y a 180 pays, je crois, qui participent. Donc déjà, au niveau politique, c'est acté que la météo, c'est international et les échanges de données se font sans trop de problèmes. Donc ça, c'est la première chose. Après, moi, au cours de mon expérience de prévisionniste, c'est vrai que j'ai vécu des situations un petit peu particulières. Comment dire, pour être politiquement correct, les politiques Comme tu sont... ne vas pas donner de nom, tu peux ne pas être politiquement correct. Non, mais sont également météo-sensibles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de vagues. Voilà. Il faut tout anticiper et puis il faut faire, y compris prendre des principes de précaution. Là, on est un peu dans l'actualité aussi, mais même si ce n'est pas météorologique. Des principes de précaution qui, quelquefois, sont un petit peu excessifs, mais ça mériterait beaucoup plus de temps pour développer. Ok. Georges Delamarre, en tant qu'ancien pilote hélicoptère, j'ai beaucoup utilisé la météo. Donc c'est vrai qu'on a parlé des avions, mais tout appareil volant, j'imagine. Ben oui, il faut avoir des bases pour gérer les aléas météo et puis pour programmer les vols, par exemple, de type hélicoptère ou aviation légère. Bien sûr, c'est fondamental de pas. Enfin, il faut être informé, sinon on risque d'avoir quelques soucis. Ok, merci beaucoup. On arrive à la fin du temps imparti, si c'est bon pour toi. Oui, la minute, c'est pas sorcier en mieux. Un petit compliment de Lee Antoine. Alors, merci beaucoup. On va passer à notre avant-dernière intervenante. Donc, invitée surprise, oui. D'abord, nous aurons Marie-Thérèse Belliot sur les aidants naturels, proches aidants. Et l'invité surprise, ce sera Thibault Lebert qui va parler de ses premiers pas dans une maladie chronique. Donc, on va commencer par Marie-Thérèse Belliot. C'est à toi. Bonjour. Alors moi, je vais vous parler des aidants. Vous avez sans doute peut-être entendu parler des expressions aidants naturels ou proches aidants. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire, mais la caméra elle coupe. Je ne sais pas si c'est peut-être volontaire, hein, mais la caméra n'est pas très bien positionnée. Oui, il faut que je me replace. Voilà, c'est mieux. Voilà, je ne voulais pas te couper. Oui, pas de problème, pas de problème. Donc, les aidants, il y en a beaucoup en France, puisqu'en 2019, on comptabilisait un Français sur 5 qui fournissait une aide occasionnelle ou régulière pour effectuer des tâches domestiques et administratives. C'est seulement depuis 2015 que l'aidant a été défini par la loi comme toute personne qui intervient de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes et des activités de la vie quotidienne dans la vie d'un proche dépendant. Donc, proche dépendant, ça peut être un parent, ça peut être un enfant. Et c'est toute personne, donc ce n'est pas forcément un membre de la famille. Donc, les aidants familiaux, qui sont-ils? Ce sont des femmes pour 57% des cas. Dans 81% des cas, l'aidant a moins de 65 ans, voire 44% moins de 50 ans. Donc, c'est quelqu'un qui travaille, donc qui exerce, qui aide en plus de son activité professionnelle. Il peut être parfois un multi-aidant en venant en aide à plusieurs personnes. Et un aidant sur 4 passe au moins 20 heures par semaine avec leurs proches en plus de leur profession. Plus d'un tiers d'eux n'a aucune aide extérieure et se débrouille seul, aussi bien d'un point de vue au niveau de l'aide elle-même que du point de vue financier. Et comme la population vieillit, il faut s'attendre à un accroissement du nombre d'aidés
à l'horizon 2030, raison pour laquelle on a parlé pendant des années de faire des plans sur la dépendance, on pourrait peut-être bientôt y arriver. Il faut savoir que les aidants, je ne me souviens plus si j'ai cité le chiffre, actuellement on évalue le nombre d'aidants en France à environ 11 millions. Et il est également évalué que le travail, entre guillemets, des aidants permet une économie de plus de 11 milliards d'euros par an par rapport au système de santé, par rapport au fait que ce ne soient pas des professionnels qui encadrent l'aidé, qu'il soit enfant ou adulte. Et parallèlement, paradoxalement, les aidants ne considèrent toujours pas leur rôle comme un travail car il leur apparaît naturel. Donc l'aidant, il fait les courses, le ménage, la toilette, le repas, mais aussi il suit l'activité de santé, il prend les rendez-vous médicaux, il assure les suivis, il gère les formalités administratives, éventuellement il recherche les placements dans un centre de soins. Je crois qu'il faut que j'accélère. Bah, ça va, il reste 3 minutes, 4 minutes. Ouais, il reste 4 minutes là. 4 minutes. Alors, 8 aidants sur 10 reconnaissent éprouver des difficultés à concilier leur rôle avec le travail, d'une part, avec leur vie de famille, d'autre part, et enfin avec leur vie sociale. J'évoquais tout à l'heure leur participation financière. L'aidant consacre en moyenne 2 000 € par an à des frais d'amélioration des conditions de vie de l'aidé, aide, aménagement du domicile, transport, frais de santé. Et par rapport à son rôle d'aidant, il est souvent en situation de stress, il dort moins et il dort moins et donc 31% des aidants laissent passer leur santé, s'occupent plutôt de l'aider plutôt que de s'occuper de leur santé. Et la santé en général des aidants est au fil du temps de moins en moins bonne. Les aidants au fil du temps s'isolent. Lorsqu'ils ont une activité professionnelle, 25% de ceux qui ont une activité professionnelle prennent en moyenne 16 jours par an pour aider l'aidant. Donc, au fil du temps, on a identifié des besoins indispensables pour aider les aidants, être entendus, écoutés, soutenus, être orienté par rapport à des dispositifs adoptés pour prendre de bonnes décisions, être informé et être formé, se sentir compris par des pairs. Alors, tout ça pour vous parler en quelques minutes du plan Agir qui a été présenté par le gouvernement en octobre 2019. En octobre parce que la journée nationale des aidants, c'est le 6 octobre. Donc, à cette occasion-là, il a été présenté quelques mesures. Je vais en donner juste 2 ou 3. Le premier point, essayer de rompre l'isolement du proche aidant et le soutenir au quotidien dans son rôle. La première mesure qui a été prise, c'est la mise en place d'un numéro téléphonique national de soutien et d'orientation des aidants. Ça a été annoncé en octobre 2019 pour une mise en place en octobre 2020 et a priori cet engagement sera tenu et a priori le numéro de téléphone serait celui de la Croix-Rouge. Dans un deuxième temps, toujours pour rompre l'isolement des proches aidants, ça serait la création d'un réseau de lieux d'accueil labellisés. Très probablement, ce seront les CCAS de chaque commune.
Le sujet qui a fait le plus parler donc, en octobre dernier, c'est l'ouverture de nouveaux droits sociaux et notamment le congé de proche aidant. Le congé de proche aidant, il existait depuis quelques années, mais on pouvait prendre un congé, s'absenter pour aller aider l'aidé, mais à ses frais. À effet d'octobre 2020, on pourra, le proche aidant pourra s'absenter 3 mois pour aller s'occuper de l'aider avec une indemnité donc, de l'ordre de 40 € par jour. Alors, c'est faible en montant, c'est faible en durée, 3 mois, mais c'est un premier pas et c'est important parce qu'on initie quelque chose. D'autant plus que cette absence ne sera pas pénalisée en termes de chômage et en termes de retraite. On dépasse un peu le temps. Après, à toi de voir si tu veux prendre sur les questions ou pas. Je suis à 7 minutes là? Là, on est au-delà de 7 minutes. Ah, pardon. Je prends encore 1 minute. Ouais. L'autre aspect, l'autre point important, c'est un investissement beaucoup plus important sur tout ce qui est plateforme de répit, le répit donné à l'aidant, lui permettre de prendre du temps pour lui et avec une prise en charge en même temps de l'aider. Et enfin, en matière de santé, il va y avoir une enquête de santé publique qui va être faite en 2020, donc elle pourrait être décalée du fait de tout ce qui se passe en ce moment. Et enfin, un point que j'ai à peine effleuré, il s'agit des jeunes aidants. Il y aurait a priori environ 2 élèves par classe qui seraient aidants d'un adulte. Et donc, du coup, il devrait y avoir une sensibilisation des personnels de l'éducation nationale pour les repérer et pour les suivre, voire pour aménager le rythme d'études. La situation elle a été complexifiée encore pendant la période de confinement puisque, entre autres, 700 mineurs handicapés sont revenus de Belgique dans leur famille. Des personnes hospitalisées sont sorties plus tôt pour libérer des lits. Les aidants avaient des peurs des interventions à domicile et certains ont préféré s'occuper complètement eux-mêmes de l'aidant. Donc, une période difficile. Donc, l'ouverture vers qu'est-ce qui va se passer en octobre prochain pour les aidants, en espérant que le plan initié en 2019 puisse être maintenu et le regret que le fameux projet sur la dépendance dont on parle depuis si longtemps est de nouveau reporté. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Je n'ai pas réussi à bien... Non, mais de toute façon, c'est devenu la norme de dépasser sur les questions. Là, au final, on n'a pas de questions, on a des remarques sur le fait que c'était très intéressant et des remerciements pour toutes ces informations. Donc, si. Je pense que c'est tout aussi bien que des questions. Alors, juste peut-être, si j'ai 30 secondes, si vous voulez avoir plus d'informations, il existe un collectif qui s'appelle Je t'aide et le collectif Je t'aide publie chaque année un bilan sur un thème, la santé, la précarité pour les années précédentes. Pour cette année, ce sera le répit. Et il publie, donc le collectif Je t'aide. Si vous voulez des informations, c'est facile à trouver sur Internet. Super, merci beaucoup. Bon, donc encore une fois, des intervenants très différents, toujours intéressants. Et il va être temps de conclure cette soirée avec Thibaut. Thibaut qui était déjà venu nous présenter sa grande passion pour le cinéma. Pour rappel, je ne sais plus combien de films par an, mais c'est juste un chiffre de folie. Et du coup, qui va nous parler d'un sujet extrêmement différent aujourd'hui, puisque son thème va être mes premiers pas avec une maladie chronique. C'est à toi, Thibaut. Merci de conclure cette soirée. Merci Jean-Marie. Bonjour à tous, bonsoir. Donc effectivement, la dernière fois, je vous avais parlé de ma grande passion et là m'est venu un thème
assez particulier puisque en ce début d'année, j'ai découvert que j'avais une maladie chronique. En effet, pendant toute la période de Noël, j'étais pas bien, j'avais beaucoup de fièvre, je buvais beaucoup d'eau, je me réveillais le soir pour aller aux toilettes. Et au bout d'un moment, ma mère m'a dit faire une prise de sang et on va voir. Voilà. Donc j'ai fait ma prise de sang. Le soir même, j'avais une soirée avec des comédiens. Et lorsque je suis rentré de cette soirée, mon médecin m'a appelé, m'a laissé un message sur mon portable en disant faut aller d'urgence à l'hôpital. J'ai vos résultats, ils sont catastrophiques. Donc là, j'ai pris j'ai un peu paniqué. Donc j'y suis allé uniquement le lendemain à l'hôpital et je suis resté 1 semaine et demie à l'hôpital. Donc on m'a découvert que j'étais diabétique et j'avais 3,5 g de sucre dans le sang. Bon, effectivement, j'aime beaucoup manger, je suis gourmand, mais de là à avoir autant de sucre dans le sang, j'ai un peu flippé, quoi. Et donc, avec les infirmières, avec la nutritionniste, on a conclu que c'était un diabète, mais le type, je ne savais pas encore. Il fallait attendre, si vous voulez, les résultats. Et 1 semaine après, j'ai été un peu soulagé puisque on m'a annoncé que mon diabète était de type 2. Donc pendant 3 semaines, je me suis fait des piqûres d'insuline dans la jambe et puis prise de glycémie, on va dire 4 fois par jour. Donc je savais qu'effectivement ma vie allait changer. Donc j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai dû perdre 25 kilos. Bon, j'en ai repris avec le confinement, au grand désespoir de ma mère. Donc en fait, il a fallu établir des règles. Déjà arrêter tout ce qui était restauration rapide. Tout ce qui était boisson sucrée. Ouais, je suis un amateur de sirop, les sirops monins, j'adore. Et découvrir des nouvelles saveurs. Donc ça, j'ai complètement arrêté. Et puis, je me suis remis à cuisiner justement pendant cette période de confinement. Donc, il faut savoir que le soir, maintenant, je mange des légumes et des féculents avec des protéines. Et donc là, ça fait 3 mois que je prends un médicament qui s'appelle la metformine. J'ai arrêté de me piquer, donc ça c'est la grande nouveauté et je suis très content. Et là j'ai eu mes premiers résultats parce que tous les 3 mois il faut faire des examens par rapport à l'hémoglobine glyquée. Et il faut savoir que quand je suis rentré à l'hôpital, mon hémoglobine glyquée était de 12,5%, ce qui est un peu énorme. Et là, je suis allé faire ma prise de sang et donc je suis descendu à 6,1. Donc on est plutôt de ce que mon médecin appelle maintenant du prédiabète. C'est-à-dire que j'ai effectivement bien respecté les données. Donc effectivement, oui, je suis toujours gourmand, mais il faut apprendre et j'ai appris à modifier mon alimentation en me privant certes, mais parfois en me faisant plaisir. Je sais que si je prends 2 boules de glace, le fruit que je dois manger, je le mange pas et ça remplace le fruit. J'ai vu ça donc avec mon médecin. Mon médecin le matin m'a prescrit des tartines de pain de seigle avec du beurre. Et là, comme les résultats sont plutôt bons, il m'autorise à utiliser de la confiture. Pas beaucoup de confiture, mais un petit peu. Voilà.
il y a des améliorations. Et donc, effectivement, j'étais un grand amateur de restaurant. Faut savoir que le soir, je sors beaucoup parce que j'ai des avant-premières de films, j'ai des interviews de comédiens. Et c'est vrai que je ne suis pas souvent chez moi. Quand je vais le soir faire de l'improvisation, en général, je ne rentre pas chez moi, je mange un morceau au restaurant et je peux faire l'improvisation le soir. Et donc là, bah, il a fallu que je rentre chez moi faire ma bouffe, faire mes carottes, mes concombres, manger toujours un légume vert, c'est très important, poivron, courgettes, salade, ça fait diminuer effectivement le taux de diabète. Voilà. Et donc moi, si vous voulez, j'ai aucun problème pour en parler. Je suis pas secret. Parfois, ça me fait effectivement du bien d'en parler. J'ai informé mon deuxième groupe d'impro, pas le premier. Donc Jean-Marie faisait partie de mon premier groupe d'impro, donc effectivement, il n'a pas su. Et effectivement, j'ai reçu plein de messages de soutien des gens qui me disaient t'as maigri, c'est bien, continue, voilà. Et ça fait du bien. Enfin, on réapprend à vivre autrement. Et il faut profiter de la vie. Et pendant, parce que en fait, j'ai passé 3 semaines à l'hôpital, 2 semaines pour faire descendre complètement mon diabète. Et la 3e semaine, ils m'ont demandé de me retenir mi-février pour effectivement regérer et puis pour me confirmer si c'était un diabète de type 1 ou 2. Et effectivement, là, on m'a dit que c'était un type de type 2. Et donc voilà. Et j'ai des amis qui m'offrent plein de livres sur des recettes pour les diabétiques. J'ai reçu un livre qui s'appelle La Bible, où je prends des recettes et voilà. Voilà. Ok, merci Thibaut. C'est bon pour toi. Donc, on va passer aux questions. Mes étudiants diabétiques passent souvent par des phases de révolte par rapport à leur maladie. Est-ce que votre prise en charge comprend un soutien psychologique systématique? Est-ce que j'ai eu un soutien psychologique Ouais, Non. Alors, révolté, non, puisqu'effectivement, je savais que j'étais gourmand. Non, il a fallu simplement me dire bon, bah effectivement, c'est vrai que je suis malade. Bon, là, effectivement, ce qui me gêne en ce moment, c'est que le confinement, on entend les nouvelles en disant bah elle est morte, c'est que des diabétiques, en gros, ce qui me fait un peu flipper, habitant à Paris. C'est pour ça que je suis parti avec un certificat médical. Je suis parti de Paris parce que j'en pouvais plus. Là, donc là, je suis du côté de l'île de Ré. On voit le phare des baleines. Donc, c'est mon endroit. C'est l'endroit où sont mes parents. Et voilà, ça me fait du bien d'être quand même entouré de mes parents. Révolte, non. Et puis, soutien psychologique, j'avais mes amis, voilà, qui m'ont beaucoup soutenu. Okay. Et dernière question, mais ça, c'est la question de psychiatre. Oui. Du coup, le mode de vie et le régime diabétique, du coup, amènent à une meilleure hygiène de vie. Du coup, est-ce que ça a eu des répercussions sur ton moral ou ta qualité de vie, comment dire, psychologique? Oui, tout à fait. Je réapprends à vivre autrement. D'abord, premièrement, je suis mieux dans mon corps. Je crois que là, en ce moment, je fais 78 kilos, j'en faisais à peu près 100 kilos. Donc, voilà. Puis ça se voit, si tu peux regarder les photos de notre dernier spectacle d'impro, là, Noël, ça se voit quand même que j'avais bien les joues rondes. Non, franchement, on redécouvre son corps. Je recommence à faire ce qui est conseillé, un peu de sport. Il faut savoir que j'ai une piscine donc à l'île de Ré, donc je nage dès qu'il fait beau, dès que j'ai un peu de temps. Donc voilà. Ok, super. C'est bon pour toi? Voilà, oui, c'est bon. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Hop.